Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Donc effectivement, on va parler de Cross Origin Resource Sharing là, pendant 20 minutes. En préambule, moi je voulais remercier le DevLead évidemment pour nous organiser ce magnifique événement, mon entreprise, Soprasteria, et aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce talk. Et puis Craft Records aussi. Merci à Nathan pour le petit tremplin, c'était vraiment un super moment. Présenté en 2 mots, moi c'est Adrien Penamen, ça fait 12 ans que je construis et je maintiens des systèmes en équipe. Aujourd'hui je dis que je suis architecte IT. Je suis confronté au problème de Corse depuis le tout début de ma carrière en fait, c'est un truc, ça te poursuit, ça ne te lâche pas. Et bon, quand je fais pas de l'informatique, je plie du papier, je joue de la clarinette. Voilà, vous pouvez venir me parler aussi de ça. Donc le défi des 20 prochaines minutes. Chose d'assez simple finalement, on a un site web qui va être hébergé sur fontaine.fr qui veut aller récupérer de la donnée qui est stockée sur api.fr et en fait on verra que ça ne se passe pas si bien que ça. Donc là dans la présentation les termes backend, API, serveur ils sont complètement interchangeables, je vais complètement abuser, donc voilà, vous ne formalisez pas. Pour dire à quel point c'est un besoin simple et répandu, pour vous donner 2-3 exemples en introduction. Un premier exemple, vous pouvez prendre un petit widget, un petit widget météo, votre product owner il vous demande pour pimper un petit peu le site de rajouter un petit widget météo et vous allez sûrement consommer une API déjà existante, une API publique. Un autre exemple, vous avez par exemple hébergé votre API chez un cloud provider. Donc votre front-end, lui, il est évidemment sur www.company.fr, mais peut-être que votre API, elle passe par un API manager qui est déployé chez un cloud provider. Et dans ce cas-là, elles n'ont pas le même domaine. Allez, un petit dernier. Vous êtes développeur front-end en local, mais vous voulez quand même vous connecter à un back-end, soit un mock, soit vous faites tourner votre back-end en local. Et là, bim. Alors, à main levée, qui a déjà vu ce message? Je savais que ce talk y trouverait son public. Alors du coup, pour expliquer un peu d'où ça vient ce message, il faut qu'on réintroduise un peu la star du sujet, c'est le navigateur. Souvent, quand on fait des diagrammes d'architecture, on dit qu'on a un front-end qui parle au back-end, mais en fait, il y a un acteur qui est central quand on veut parler du CORS, du Cross Origin Resource Sharing, c'est le navigateur. Pour expliquer un peu le fonctionnement du CORS et sa raison d'être, je vous propose une analogie, ça permet d'expliquer facilement. Ce soir, si jamais vous avez des enfants, ils vont demander qu'est-ce que vous avez fait papa, vous allez pouvoir lui expliquer du coup tout le Cross Origin Resource Sharing. Je dis qu'il connecte le concept d'une banque, donc vous lui expliquerez le concept d'une banque. Bref, désolé pour la soirée que vous allez passer. En tout cas, vous avez un client qui se présente au guichet de la banque. Vraiment, le navigateur, c'est le guichet. C'est la personne qui est au guichet. Et derrière lui, il a des coffres. Il a un coffre rond, un coffre cœur. Et là, il a un client rond. OK ? Au démarrage d'Internet, du web surtout, on va dire que c'était Open Bank. Un client rond, il pouvait aller chercher des données dans le coffre rond ou dans le coffre cœur. Évidemment, le coffre cœur, il n'était pas très content. Hein, il aimerait bien que ce soit limité au client rond. Donc, en 1997, il y a une personne chez Netscape, visiblement, qui a inventé un concept. Alors, dans ma tête, ça a dû jouer à peu près comme ça. Il a dû arriver, il a dû dire « Développeurs, développeuses, afin de renforcer la sécurité du web, je vous propose de mettre en place une politique discriminatoire sur l'origine. » Bonne ambiance à Netscape. Ils ont dit « Bon, Bruno, il a des bonnes idées, on espère juste qu'il ne va pas se lancer en politique. » Donc en fait, l'idée c'est l'origine du client, c'est vraiment comme l'origine à vous, elle est attribuée à la naissance. Et le guichet, lui, va comparer l'origine du client avec une propriété qu'il y a dans le coffre, et si jamais c'est la même, c'est parfait. Je le laisse passer. Donc ça permet, tout le monde est content. Là, dans ce scénario, le coffre cœur, lui, il ne reçoit plus les requêtes. Il ne partage plus ses données avec le client rond. Et le client rond, lui, il peut bien parler au coffre rond. Mais évidemment, quand on a un client carré qui veut parler au coffre triangle, qui va aller chercher des données au coffre triangle, en 97, et pendant encore pas mal d'années, juste le navigateur, il vous disait « non, tu peux pas, c'est interdit ». Et en fait, entre 2004 et 2014, donc sur quand même une longue période, il y a un standard qui a émergé qui s'appelle le Cross Origin Resource Sharing et qui vient assouplir la Same Origin Policy. Donc dans notre analogie, on va dire que la personne qui est au guichet de la banque, elle va d'abord aller regarder dans le coffre, est-ce que l'origine du client
elle est bien autorisée. Il est bien autorisé à lui partager les données. Très rapidement, il faut qu'on dise c'est quoi une origine. Donc c'est trois choses, c'est la combinaison de trois choses. Un scheme, donc HTTP ou HTTPS, un domaine, là j'ai pris www.site.fr, et un port. Donc là par défaut, le port HTTPS, on ne l'écrit jamais, mais en fait c'est 443. Si c'est en HTTP, en général c'est du 80. Ça peut aussi être autre chose, ça peut être un scheme, une IP et un port. Et on se retrouve assez facilement en fait dans des requêtes cross-origin. Je vais donner quelques exemples là, Par exemple, si vous avez une source, votre front-end il est sur www.site.com, vous voulez parler à une API qui est sur api.site.com, le domaine est différent, hop, vous êtes dans une requête cross-origin. On l'a vu en intro, si vous avez votre front-end sur du 8080, votre back-end sur du 5000, le port est différent, bim, requête cross-origin. Un truc qui peut être un peu vicieux, le HTTP et le HTTPS, bim, requête cross-origin, et une dernière, entre par exemple localhost, qui va être derrière mappé sur du 127.0.0.1. Si vous faites une requête entre localhost 8080 et 127.0.0.1, eh ben, le navigateur ne considère pas que le domaine et l'IP c'est la même chose. Donc, à nouveau, vous êtes dans une requête intersite en fait. On quitte l'analogie, on va le résumer cette fois avec la technique. Donc vous avez des scripts JavaScript qui ont été chargés dans le navigateur et qui ont été exécutés et qui ont essayé d'appeler other.fr. Donc là, il y a le navigateur qui reçoit la requête. Ça peut être du XHR, du fetch, ou même du forms, les forms HTML. Et le navigateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va effectuer cette fameuse, ce qu'on appelle une requête de pré-flight. C'est pas vrai dans 100% des cas, mais on va faire simple, j'ai que 20 minutes pour parler d'un standard qui a mis 10 ans à être élaboré. Donc le navigateur, il fait une petite requête, c'est le mot-clé options. Il va aller contacter le site other.fr et en fait, il va lui demander est-ce que tu veux bien partager tes données avec cette requête. On appelle ça des requêtes de pré-flight. Si vous inspectez la console du navigateur, vous allez voir comme ça une requête qui est marquée pré-flight. Elles sont générées automatiquement par le navigateur, ça ne sert à rien d'essayer de les générer vous-même dans le front-end. C'est vraiment un truc complètement géré par le navigateur, c'est transparent du point de vue du JavaScript client. Donc ça interroge le back-end, ça lui demande, tiens, j'ai cette petite requête, regarde, elle est toute mignonne, elle vient de telle origine, est-ce que tu acceptes de lui partager les données que tu héberges à tel endroit? On va revenir un petit peu sur les différents headers. Si la requête options elle est concluante, donc c'est en gros s'il y a un retour 200 et qu'il y a certains headers qui sont correctement configurés, le navigateur cette fois il effectue réellement la requête. Du point de vue du script qui est exécuté, il ne voit pas du tout ce double échange, soit la requête options elle est bonne et du coup la requête get est effectuée, soit elle échoue et dans ce cas-là il a un message qui est complètement opaque, il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, il sait juste que ça a échoué. Donc ça c'est le premier point vraiment très important quand on parle de cross-origin resource sharing. C'est quoi? C'est le navigateur et l'API qui discutent entre eux pour savoir si le JavaScript a le droit d'accéder aux données de la réponse. C'est vraiment ça fondamentalement le CORS. En tout cas vraiment quand on parle d'une API, d'un script qui va chercher des données. Il y a des choses un peu plus larges, je ne prends pas le temps d'aborder, donc là on va vraiment se concentrer sur ces scénarios-là où on essaie d'aller récupérer de la donnée sur une API. Et donc une bonne boussole, c'est pas vrai à 100%, mais une bonne boussole quand vous raisonnez autour du CORS, c'est de se dire le CORS ça sert finalement à empêcher les scripts JavaScript côté client d'accéder au contenu de la réponse. Et c'est tout. Alors comment ça se configure? Alors déjà où? Ça y est, on va enfin répondre à la question, c'est la faute à qui? Donc en fait le problème est côté front-end, mais ça se résout côté back-end. Donc c'est les développeurs front-end qui subissent les messages d'erreur dans la console, mais c'est bien côté back-end que ça va se configurer. Exclusivement, du point de vue du JavaScript, vous ne pouvez rien faire, du JavaScript côté client, pardon, vous ne pouvez rien faire, ça n'existe pas. Vous pouvez presque considérer que le concept de CORS n'existe pas d'un point de vue JavaScript. Encore une fois, c'est pas totalement vrai, mais c'est une très bonne boussole pour raisonner en termes de CORS, pour savoir, pour pas vous emmêler les pinceaux. Donc l'API, en fait, alors ça se base sur quoi? Le standard CORS, c'est des échanges à base de headers. Donc il y a des entêtes de requêtes qui sont générées automatiquement par le navigateur, il y a des entêtes de réponses qui sont renvoyées par le serveur, notamment dans la requête options, et c'est comme ça qu'ils se mettent d'accord. Bon, c'est un petit peu abstrait, un petit peu abscon. On va prendre des scénarios. On va commencer par un premier scénario, un premier défi. C'est l'API publique, donc je vais reprendre le widget d'introduction quand on a parlé de la météo. C'est un widget qui vient consommer une API publique.
Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on configure l'API Météo France pour qu'elle soit correctement, qu'elle puisse être consommée par n'importe quel site finalement, pour que la Terre entière puisse mettre un widget météo sur son site, parce que le monde serait plus joli. Comment est-ce qu'on le configure? Donc il y a un premier en-tête de réponse qui est hyper important, qui est central, c'est le Access Control Hello Origin. Je pense que celui-là, si vous avez déjà touché au Corse, vous le connaissez déjà. Et là, une bonne configuration, c'est justement d'utiliser l'astérix pour dire j'accepte finalement toutes les origines. À partir du moment où je n'ai pas mis en place de mécanisme d'authentification, n'importe qui peut venir consommer mon API. Donc là, c'est la bonne façon de le configurer. Vraiment, vous voulez rendre votre API la plus accessible possible. Deuxième en-tête de réponse important, Access Control Hello Methods, ça veut dire avec quel verbe HTTP le front a le droit de m'appeler. Get, put, post, patch, head, delete. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser le étoile pour éviter de tous les lister, ou vous les listez explicitement, mais en termes d'évolutivité de votre API, vous avez intérêt dès le début à tous les supporter en fait. Pour la flexibilité, si vraiment vous avez creusé un petit peu le sujet du Corse, vous pouvez, je vous conseille de rajouter aussi un Access Control Hello Headers. Ça permet à la requête en fait de vous appeler en mettant tous les headers d'entête qu'elle veut, les entêtes custom. C'est intéressant par exemple à des fins d'observabilité. Votre front-end, il va peut-être rajouter un header pour pouvoir tracer sa requête, peut-être rajouter un en-tête spécial à lui. Donc je vous conseille de lui permettre en fait d'utiliser n'importe quelle en-tête de requête. Et un petit dernier pour la route, ça c'est intéressant, c'est en fait par défaut, les requête options, elles vont se faire toutes les 5 minutes. Donc si jamais votre widget météo, il appelle toutes les 5 secondes votre API, vous allez être un peu surchargé de requête options. Ça sert à, sans valeur ajoutée. Donc vous pouvez la configurer pour qu'elle vaille 24 heures par défaut. C'est la limite haute que fixe un navigateur comme Firefox. Donc avec cette configuration-là, il va faire une requête options, puis la prochaine qu'il fera, c'est 24 heures plus tard. Allez, je me risque à montrer un peu de code. Du JavaScript avec Express, donc évidemment, vous pouvez configurer le Corse en rajoutant vous-même les entêtes dans les response.setHeader, machin, mais en fait, en pratique, on utilise évidemment des librairies. Donc là, il y a une librairie, c'est un middleware Express pour du Corse. Ça se lit très bien, la doc est très bien faite. Et une chose là qu'on voit, c'est qu'en fait, je peux configurer le Corse non pas au global sur l'API, ça c'est une première possibilité, mais je peux aussi le faire pour chaque endpoint. Je peux avoir une configuration Corse spécifique pour chaque endpoint. J'ai mis aussi du Spring, voilà, pour dire laisser personne de côté. J'invite tout le monde à contribuer, faites tous les exemples. Un API, donc défi numéro 2, donc là c'est bien, vous en êtes sorti avec cette configuration-là, votre API elle est consommable partout. Un peu plus tard dans votre carrière, donc maintenant vous êtes devenu l'expert du cross-origin resource sharing évidemment. Donc maintenant, dès qu'il y a un problème de Corse, on vous appelle. Et là, ça tombe bien, il y a un nouveau petit défi. Vous êtes sur un intranet et il y a un front-end qui doit parler à un site de l'intranet. Donc il n'y a pas d'authentification parce qu'il n'y a pas besoin de sécurité, c'est de l'intranet. D'accord? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Donc vous résolvez le problème, vous savez qu'un Hello Origin étoile, ça résout le problème. Du coup, tous les sites intranet de l'intranet vont pouvoir bien appeler votre API. Et là, c'est la catastrophe, on rappelle quelques jours plus tard, une énorme fuite de données. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un utilisateur sur votre intranet, sur votre réseau local, qui a visité un site un peu malveillant. Et ce site malveillant, il avait un script JS un peu mal intentionné. Ce script JavaScript, il connaissait très bien votre intranet et il s'est mis à appeler toutes les API internes de l'intranet. Comme vous êtes en Hello Origin étoile, le script, lui, il a bien accès au contenu de la réponse. Donc il peut aller pomper toutes vos API REST et derrière les réexporter. Donc la bonne configuration, c'est soit vous ne configurez pas du tout les cores, soit vous mettez vraiment une liste limitée d'origine en utilisant votre librairie à bon escient. C'est l'erreur la plus grosse et c'est vraiment pour ça qu'à la base on a émis la Same Origin Policy, c'était pour éviter ce genre de risque. Allez, on grimpe encore d'un cran en termes de défis, là, cette fois. Je vous propose un défi, celui-là, c'est celui qui m'a occupé l'année dernière et qui est vraiment pas simple et qui m'a amené même à faire ce talk. Donc, j'aurai pas le temps de le traiter vraiment en détail, mais au moins vous aurez tous les éléments pour le configurer correctement. Si jamais vous voulez protéger votre API, vous allez rajouter finalement une clé pour pouvoir ouvrir le coffre. Donc, la question c'est où est-ce qu'on va stocker cette clé côté client.
on a plusieurs choix. On a une solution, c'est les cookies. Donc les cookies en quelques mots, c'est juste une clé valeur qui est associée à un domaine, et on voit qu'ils ont plein d'autres propriétés. Il y a une autre propriété qui est intéressante notamment, c'est de savoir est-ce qu'ils sont accessibles par le JavaScript ou pas, avec un flag HTTP only à true. Donc nous, c'est surtout ceux-là qui vont s'intéresser. Je ne rentre pas le temps, ce n'est pas un talk à propos des cookies. Je vous renvoie vers un excellent talk retour aux sources sur les cookies HTTP au Basecamp. Les slides seront disponibles, donc ne vous inquiétez pas. Les cookies HTTP only, c'est vraiment magique quand vous devez protéger une API. Quand vous êtes sur de la same origin, en tout cas, ça marche de façon magique. Vous créez un cookie, votre serveur il crée un cookie sur le domaine, et le navigateur, à chaque fois qu'il y a une requête qui va partir, il va s'amuser, il va le faire pour vous, il va prendre le jeton d'authentification et il va le rajouter tout seul dans la requête. Donc c'est vraiment le grand amour. Vous avez un token qui ne peut pas être accédé par du JavaScript, qui est géré automatiquement par le navigateur, et tous vos appels d'API vont être authentifiés. Alors, et quand on passe en cross-origin, c'est juste plus rien ne va. Donc je vous le fais en hyper accéléré parce que ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir le détail, mais juste retenez, c'est vraiment très compliqué. Il faut absolument que le front-end et le back-end s'y collent tous les deux. Notamment si vous faites du fetch ou du XHR, il faut absolument renseigner un credentials include. Il faut que les cookies, il faut aussi que côté back-end on configure 2 headers supplémentaires, un access controller au credentials à true. Il faut absolument, vous ne pouvez plus du tout utiliser le access controller origin étoile. Et une dernière chose, il faut que votre cookie il ait un attribut same site à none et qu'il soit secure true, l'un allant avec l'autre. Donc c'est vraiment beaucoup de travail pour le mettre en place et surtout je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué de le faire fonctionner. Donc je vous ai tout mentionné. L'autre solution, c'est d'utiliser du web storage. Votre token il va être accessible par le JavaScript, vous allez quand même devoir configurer le CORS, mais c'est nettement plus simple. Par contre, évidemment, vous vous exposez en contrepartie au file XSS, vous avez une librairie malveillante qui est capable d'aller lire vos cookies, ou votre session, des cookies non HTTP only, ou du session storage, du local storage. C'est fichu. Pour terminer, quelques conseils à emporter. Alors déjà pour les développements front-end en local, surtout, moi mon conseil c'est ne demandez pas au back-end de configurer le CORS parce qu'ils vont juste vous mettre un hello origin étoile et ça va se retrouver en prod. Donc ne faites pas ça, vous avez le moyen de le gérer, ce scénario-là spécifiquement, vous avez le moyen de le gérer. Vous utilisez votre dev server comme proxy, puisque entre le dev server et l'API, c'est une communication de serveur à serveur en fait, donc il n'y a pas du tout cette notion de cross-origin resource sharing. Le cross-origin resource sharing, pour renfoncer encore le clou, ça se passe dans le navigateur. Vous ne savez pas de navigateur, il n'y a pas de cross-origin resource sharing. Deuxième option, utiliser une extension navigateur qui va rajouter automatiquement les bons header CORS. Évidemment, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de ne pas y être confronté. Donc éviter le CORS, en fait, si possible. Et il y a un piège qui est bête, j'ai parlé du www.site.com qui essaie de parler à api.site.com. C'est bête, mais vous êtes mis tout seul dans le pétrin de devoir gérer derrière du cross-origin resource sharing, donc préférez plutôt utiliser un path. Et sinon, utiliser un proxy sur la même origine, donc vous pouvez utiliser un Nginx comme proxy. Pour approfondir, j'ai commencé une série d'articles qui est publiée sur le blog technique Soprasteria, sur cross-origin resource sharing. Vous pouvez flasher le petit QR code, ça va vous renvoyer vers une petite page wiki sur mon GitHub où dessus vous pouvez évidemment laisser un feedback, il y a les slides qui sont disponibles et il y a un petit playground où vous pouvez vous amuser, donc il faut le télécharger, il faut l'installer sur son poste en local, mais il y a un front-end et un back-end très simple en JavaScript où vous pouvez vous amuser à faire fonctionner différents scénarios. Voilà. Et je ne sais pas si on a du temps pour des questions.